Tolstoï, les Cosaques. Chapitre 1. Le silence s'est fait dans Moscou. Bien rarement, ici ou là, s'entend un grincement de roues dans la rue hivernale. Aux fenêtres, plus de lumière, et les réverbères sont éteints. Partis des églises, des sons de cloches flottent sur la ville endormie, annonçant le matin. Les rues sont vides. Rarement, ici ou là, un bruit de sable pétrit avec la neige par les patins étroits d'un fiacre de nuit. Le cocher gagne l'autre coin et s'endort en attendant un client. Une vieille se rend à l'église, où déjà brûlent, projetant de rouges reflets sur l'or des icônes, de rares cierges sans symétrie. La gente travailleuse, après la longue nuit d'hiver, se lève déjà pour aller au labeur. Chez les messieurs, la soirée dure encore. À l'une des fenêtres du restaurant Chevalier, les volets fermés laissent percer une lumière illicite. Devant la porte sont arrêtés une voiture, des traîneaux et des fiacres qui se gênent de leur arrière-train. Une troïka de poste stationne aussi. Le dvornik, engoncé dans son manteau et pelotonné sur lui-même, paraît se cacher à l'angle de la maison. Qu'est-ce qu'ils ont à ressasser toutes leurs histoires, pense un garçon assis dans l'antichambre, les traits tirés. Et toujours quand je suis en service. D'un cabinet voisin, bien éclairé, parviennent les voix de 3 soupeurs, de jeunes gens. Ils sont autour d'une table sur laquelle on voit des reliefs de repas et des vins. L'un petit, propret, maigre et laid est assis et regarde avec des yeux bons et las celui qui va partir. Le second, grand, est couché devant la table chargée de bouteilles vides et joue avec sa clé de montre. Le troisième, dans sa canadienne neuve, arpente la pièce, s'arrête de temps en temps pour écraser une amande entre ses doigts assez gros et forts, mais aux ongles soignés, et garde toujours un vague sourire. Ses yeux et son visage sont enflammés. Il parle avec feu et en gesticulant, mais on voit qu'il ne trouve pas ses mots, et que tous ceux qui lui viennent lui semblent insuffisants pour exprimer ce qui assiège son cœur. Il ne cesse de sourire. Maintenant, on peut tout dire, déclare le partant. Ce n'est pas pour me justifier, mais je voudrais qu'au moins tu me comprennes comme je me comprends, et non pas comme en juge le vulgaire. Tu dis que j'ai des torts envers elle. Il s'adresse à celui qui le regarde avec de bons yeux. Des torts? Oui, répond le soupeur petit et laid, et il semble qu'il y ait encore plus de bonté et de lassitude dans son regard. Je sais pourquoi tu parles ainsi, continue le partant. Le bonheur d'être aimé, selon toi, égale celui d'aimer. Et c'est assez pour toute la vie de l'avoir obtenu une fois. Oui, c'est assez, mon cher. C'est plus qu'il n'en faut, confirme le jeune homme petit et laid, en ouvrant et fermant les yeux. Et pourquoi ne pas aimer aussi, dit le partant, qui devient songeur et considère son ami avec une espèce de commisération. Pourquoi ne pas aimer? L'amour ne se commande pas. Non, être aimé, c'est un malheur. Un malheur quand on se sent le tort de ne pas payer en retour et de ne le pouvoir pas. Ah mon Dieu! Il fit un geste de désespoir. Encore si tout cela était raisonné. Mais c'est tout à l'envers. Cela se fait tout seul, sans que nous y soyons pour rien. On dirait vraiment que je l'ai volé, ce sentiment. C'est ce que tu penses d'ailleurs. Ne dis pas non, tu dois le penser. Eh bien, crois-le si tu veux, de toutes les sottises et de toutes les saletés dont j'ai commis, un bon nombre de ma vie, c'est le seul dont je ne me repente pas, dont je ne puisse pas me repentir. Ni au début, ni après, je n'ai menti ni à elle, ni à moi-même. J'ai toujours cette impression. Enfin, maintenant, je l'aime. Et ensuite, je voyais que c'était un mensonge involontaire, qu'on ne peut pas aimer ainsi. Et je ne pouvais pas aller plus avant. Elle est allée plus avant. Est-ce ma faute si je n'ai pas pu? Que devais-je faire? Allons, maintenant c'est fini, fit l'ami en allumant un cigare pour chasser le sommeil. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tu n'as pas encore aimé, et que tu ne sais pas ce qu'est d'aimer. L'homme à la canadienne voulait encore dire quelque chose et se prit la tête. Mais il n'arriva pas à exprimer ce qu'il voulait. Pas aimer? Oui, c'est vrai, je n'ai pas encore aimé. Et j'ai pourtant le désir d'aimer, un désir comme on ne peut pas en avoir de plus fort. Et puis cet amour-là, est-ce qu'il existe? Tout reste inachevé, enfin. J'ai rudement compliqué mon existence. Mais maintenant tout est fini. Tu as raison, je le sens, c'est une nouvelle vie qui commence.
Une nouvelle vie que tu te compliqueras encore, dit celui qui était couché sur le divan et jouait avec sa clé de montre. Mais le partant ne l'entendit point. Je suis à la fois triste et content de m'en aller, continua-t-il. Pourquoi triste? Je l'ignore. Il se mit à parler de lui, sans remarquer que c'était moins intéressant pour les autres que pour lui. L'homme n'est jamais aussi égoïste que dans ses instants d'enthousiasme. Il lui semble alors qu'il n'y a rien au monde de plus beau, de plus intéressant que lui-même. Dmitri Andreevitch, le postillon ne veut plus attendre, dit en entrant le jeune domestique en pelisse, ceinturé d'une écharpe. Les chevaux sont ici depuis 11 heures, et il en est 4. Dmitri Andreevitch regarda son Jeannot. Dans sa ceinture de laine, dans ses bottes de feutre, dans sa face endormie, il percevait l'appel d'une autre vie, une vie de labeur, de privation, d'activité. En effet, adieu, dit-il en cherchant une agrafe qu'il n'avait pas mise. Malgré les conseils qu'on lui donnait d'offrir au postillon un nouveau pourboire, il coiffa son bonnet et se planta au milieu de la pièce. Ils s'embrassèrent une fois, 2 fois, s'arrêtèrent, et puis s'embrassèrent une 3e fois. Celui qui était en canadienne s'approcha de la table, vida une coupe, prit la main de son camarade petit ailé et rougit. « Non, je le dirai quand même. Je dois être franc avec toi, et je peux l'être, puisque je t'aime. Ainsi, tu l'aimes? Je l'ai toujours pensé. Oui? Oui, répondit l'autre avec un sourire encore plus doux. Et peut-être que... Pardon. J'ai l'ordre de souffler les chandelles, dit le garçon somnolent, qui avait entendu le dernier dialogue et se demandait pourquoi les messieurs répétaient toujours la même chose. À qui l'addition? À vous? Ajouta-t-il en se tournant vers le plus grand, sachant d'avance à qui il fallait s'adresser. À moi, dit le plus grand. Combien? 26 roubles. Il réfléchit un instant, mais ne dit rien, et mit l'addition dans sa poche. Les 2 autres poursuivaient la conversation. Adieu, tu es un brave petit, prononça le monsieur petit ailé au doux regard. Tous 2 avaient les larmes aux yeux. Ils sortirent sur le perron. À propos, dit le partant en rougissant, et s'adressant au plus grand. Tu régleras la note de chevalier, et tu m'écriras. Bon, bon, fit l'autre en enfilant ses gants. Comme je t'envie, ajouta-t-il tout à fait à l'improviste, quand ils furent tous sur le perron. Le partant monta dans son traîneau, s'enveloppa de sa pelisse et dit « Eh bien, allons-y !» Il se recula même un peu pour faire place à celui qui avait dit qu'il l'enviait. Sa voix tremblait. L'autre dit « Adieu, Mitya. Dieu te donne. » Son seul vœu était que le voyageur s'en allât au plus vite, et c'est pourquoi il n'en formula aucun. Ils demeurèrent un instant silencieux. Une fois encore, quelqu'un prononça « Adieu ». Quelqu'un dit « Fouette, cocher », et le postillon mit en marche. « Éléazar, ma voiture !» cria un de ses amis. Les cochers de fiacre et le fiacre de maître s'affairèrent, firent claquer leurs lèvres, secouèrent les rênes. La voiture, à demi gelée, grinça sur la neige. « Quel bon garçon, cet Olénine !» dit l'un de ceux qui fêtaient son départ. « Mais quelle drôle d'idée! Aller au Caucase, et encore comme John Kerr. On me paierait cher. Tu dîneras au club demain ?» Oui. Ils se séparèrent. Le voyageur avait une sensation de tiédeur, de chaleur dans sa fourrure. Il s'assit au fond du traîneau, ouvrit largement sa pelisse, et la troïka échevelée déboucha de la rue sombre dans une autre rue, le long de maisons qu'il n'avait jamais vues. Il semblait à Olénine que seuls ceux qui partaient passaient par ces rues-là. Tout autour, c'est l'obscurité, le silence, l'ennui, et son âme était pleine de souvenirs, d'amour, de regrets et de larmes agréables qui l'étouffaient.